Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots d'accueil. Je suis le président du muséum, donc je suis ravi d'accueillir Dominique Grange, qu'on vient d'entendre, Pardi. Et puis tout ça grâce aux éditions Casterman, bien sûr, qui nous font le plaisir d'être au muséum ce soir. Alors nous sommes là pour Adèle Blanc-Sec, nous sommes dans un lieu un petit peu magique dont je vais vous dire quelques mots quand même, dire l'endroit où nous sommes, qui n'est pas si connu du public finalement, qui s'appelle l'amphithéâtre Verniquet, qu'on a aussi appelé Grand Amphithéâtre du Muséum, et qui est un bâtiment qui a été commandé par Louis XVI, à l'époque où Buffon était intendant du Jardin du Roi. On était à la fin des années 1780, et puis vous savez ce qui est arrivé à Louis XVI peu de temps après. Et donc finalement, c'est un bâtiment qui a été construit par un architecte qui s'appelle Verniquet, Edme Verniquet, c'est pour ça qu'il porte le nom d'amphithéâtre Verniquet, pendant la Révolution française. Ça fait partie des très rares bâtiments construits sous la Révolution. Et derrière moi, dans cette espèce d'immense cheminée, c'était une sorte de paillasse où on pouvait faire des expériences de chimie. Et c'est là où Cuvier a disséqué la Vénus autantote. Donc nous sommes vraiment dans un lieu historique, avec toute cette histoire parfois qui peut paraître un peu bizarre. Et moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une enquête de Nestor Burma dans cet amphithéâtre. Mais j'ai vu que c'était le dernier album et donc il n'y aura pas d'enquête de Nestor Burma dans cet amphithéâtre, en tout cas pas mise en page par notre invité. Et puis Adèle Blanc-Sec, bien sûr, voilà, je ne fais pas de dessin, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au muséum, dans la galerie de paléontologie, bien sûr, dans la ménagerie aussi, un petit peu partout. Et puis voilà, donc merci à Tardy d'avoir si étroitement associé son héroïne à ce muséum, qui est un endroit si magique, si intéressant, si ancien, presque 400 ans d'histoire. Ça demande un certain respect par rapport à cette histoire. En même temps, cette histoire, elle est fascinante. Elle nous accueille ce soir dans cet amphithéâtre Verniquet. Merci à tous les trois d'être là ce soir. Merci de nous accueillir ce soir. C'était très important pour nous d'être ici, puisque c'est ici que tout a commencé, comme dit un personnage à la toute fin du bébé début de Choulon. De manière un peu improvisée, on a souhaité aussi, parce qu'on vous offre le disque que vous avez pu entendre au début, on a souhaité que cette conversation assez libre se déroule avec Dominique Grange, qui est la première lectrice de Tardy, qui est d'ailleurs plus que ça, puisqu'elle est une inspiratrice, mais aussi quelqu'un qui relit très très près les textes, elle nous le dira peut-être tout à l'heure. Et peut-être, Dominique, pour commencer, tu peux nous dire comment tu avais eu l'idée de mettre cette musique traditionnelle avec le nom d'Adèle Blanc-Sec et puis le texte de cette chanson qui est en partie dans l'album d'Adèle. Mais justement, comme c'est dans l'album, je pouvais me permettre de le mettre sur n'importe quelle musique puisqu'on n'entendait pas. Puis après, Jacques m'a dit ça serait sympa qu'on fasse un CD, qu'on enregistre et tout. Et comme il y avait aux éditions Casterman des volontaires pour faire les chœurs des momies, on a décidé d'enregistrer. Donc il fallait la mettre sur une musique assez rapidement. Et cette musique est populaire, ne pleure pas Jeannette, tout le monde la connaît plus ou moins. Elle est dans le domaine public puisqu'elle date de Mathusalem, enfin du XIIe siècle, je crois. La première version. Donc voilà, elle était tout à fait libre de droit, on pouvait mettre ce qu'on voulait, puis on a rajouté le refrain Immortel Adèle, bien sûr, pour que la chanson aussi devienne immortelle. Voilà. Alors on va avoir une conversation assez libre. Il y a des micros dans l'amphithéâtre. Je ne sais pas qui. La jeune fille qui s'appelle Élise, c'est un clin d'œil. Elle est une nouvelle partisane également. Élise, vous la voyez, vous lui demandez un micro et vous pouvez tout à fait intervenir, même au fil de la conversation, puisque on est tout à fait les uns les autres par la même réflexion. Tardy, puisque tu n'aimes pas qu'on t'appelle Jacques, Tardy. Oui. Je m'appelle Léon Bouchard. Moi, je suis le directeur éditorial de Casterman pour la bande dessinée. Je me présente maintenant. On est allé voir nos archives qui sont entreposées à Tournai, qui est la ville natale de la maison d'édition Casterman. On a retrouvé ce courrier de ton éditeur historique, avec lequel tu étais d'ailleurs hier à Bruxelles, Didier Plateau, qui est également l'éditeur historique de
d'Hugo Pratt, entre autres, le cofondateur avec Jean-Paul Mougin de la revue À Suivre. Et c'est un peu une pièce historique, cette lettre du 4 juillet 1974, on dit en Belgique, 74 ans, puisque on dit que la commande qui était passée par les éditions Casterman au départ, qui était de créer une nouvelle série, ne stipulait pas que cette nouvelle série mettrait en scène une héroïne. Oui, alors, il faut préciser que dans 1974, l'année de la femme, c'était en quelle année 75. Donc il y avait, ça c'était extrêmement important parce qu'il était hors de question d'avoir une héroïne dans le genre Barbarella et compagnie, même si j'aime beaucoup le graphisme de Forest. Mais il fallait passer à autre chose, c'est-à-dire avoir une femme qui a un comportement normal, entre guillemets. Et pour ça, j'ai imaginé qu'elle ferait le même métier que moi. Je l'imaginais mal menant des enquêtes policières ou je ne sais quoi. Donc elle fait le même métier que moi. Elle gagne sa vie en écrivant des romans feuilletons. Elle a des problèmes avec son éditeur. Ça arrive. Elle ressemble à personne, elle est rageuse. Elle n'est pas contente des couvertures, des fascicules qui sont faits par un type qui s'appelle Fiasco, qui viendra son beau-frère dans le dernier épisode. Et voilà, donc elle vit, elle gagne sa vie, elle travaille. Évidemment, on ne la voit pas souvent travailler parce que ça serait ennuyeux. Elle sort, de préférence la nuit, elle fait de mauvaises rencontres, et à partir de ce moment-là, des intrigues commencent à se nouer et à prendre naissance. Donc voilà, l'idée de base du personnage, c'était ça. Et tu avais été contacté, tu m'as raconté il n'y a pas très longtemps, par les ayants droit de Conan Doyle pour faire Sherlock Holmes un peu avant. Donc tu étais quand même dans une ambiance d'énigme et un peu de mystère. Oui, il y avait eu Sherlock Holmes, bon ça n'a pas marché. De toute façon, il valait mieux que ça ne marche pas parce que c'était britannique, Londres, etc. J'y étais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ce que je vois, d'utiliser les décors que je connais, la ville que je connais, en l'occurrence Paris, et d'être dans cette ambiance-là. Je pense que si j'avais essayé d'évoluer à Londres, ça aurait été tout à fait artificiel. Alors il y avait eu Sherlock Holmes. Après, il y a eu un autre projet qui n'a pas été mené à bien non plus, c'était Arsène Lupin. Donc Arsène Lupin était déjà mieux, ça n'a pas abouti non plus. Donc, tu as un peu mélangé tout ça pour faire ton miel finalement à toi. Avec, oui, Adèle Blanc-Sec, c'est un peu le mélange de ces personnages. Pas tellement Sherlock Holmes. Non, il n'y a pas tellement d'énigmes. C'est pas très logique tout ça, c'est plutôt absurde que logique. Jacques dit souvent, Tardy dit souvent qu'il est Adèle Blanc-Sec, qu'Adèle Blanc-Sec c'est lui. Qu'est-ce que tu définirais du caractère, toi qui le connais bien, tous les jours, depuis longtemps, qu'est-ce qui est commun, en dehors du fait qu'il soit un petit peu râleur, c'est-à-dire on peut le dire, un petit peu râleur. Qu'est-ce que je définirais, moi? Ça ressemble à Adèle dans le caractère de La rébellion, l'esprit de rébellion, elle est anard, hein, elle est libertaire en tout cas, et elle n'aime pas l'autorité, elle n'aime pas l'ordre établi, lui non plus, moi non plus. Elle ne fait pas la cuisine. Est-ce qu'il fait la cuisine? Non. Elle ne fait pas la cuisine. Non, elle n'est pas, précisément, si ce n'est pas un portrait de femme au foyer, etc., liée par des tâches ménagères, on n'a rien à foutre. Elle est très libre, je pense que c'est ça qui est l'identité un peu similaire par et d'Adèle. Oui, et puis bon, il faut aussi évoquer les personnages qui l'entourent. Il y a Brincaven qui lui a commencé avant Adèle. Un autre album, Adieu Brincaven. Dans la collection avec le démon des glaces. Et donc il se rencontre, je ne sais plus comment, je me souviens. Dans le secret de la salamandre. Brincaven n'est pas du tout un héros. Il est mobilisé
mondiale, mais c'est pas du tout un héros, c'est un mutilé volontaire. Il a perdu un bras, il ne veut pas se battre, il ne veut pas faire la guerre, et il réapparaît dans je ne sais plus quel album d'Adèle, et il tient un petit peu un rôle de prince charmant parce qu'il va là, elle aussi pendant la Première Guerre mondiale, elle est absente, elle n'est pas là, elle est dans une espèce de bain qui la maintient en vie, et c'est Marouane qui va faire qui va tenir ce rôle de prince charmant, je ne sais pas comment dire, qui va la ramener à la vie. Avec l'aide de la momie quand même. Pardon. Avec l'aide de la momie. Oui, qui est ingénieur nucléaire. Oui, c'est elle qui a mis au point le système de survie, mais il ne participe pas à cette guerre. Ce sujet-là, je le traiterai ailleurs, dans d'autres bouquins, mais ça les concerne pas. Ils ne veulent pas participer. On va revenir, pardon, ne regardez pas l'écran sinon vous allez vomir, mais on va revenir sur la première page d'Adèle Blanc-Sec, qui se situe donc à quelques pas d'ici, au Jardin des Plantes. C'est vraiment en voyant cet œuf de ptérodactyle que t'es venue l'idée qu'il pouvait éclore. C'est en voyant dans la galerie de l'évolution ou comment c'est venu ce cheminement? Alors, il faut dire que les repérages sont extrêmement importants pour moi, bien souvent. C'est le point de départ d'une histoire. Donc, je me balade dans les rues, ça me donne des idées, constituer telle ou telle action à tel endroit. Et la galerie de paléontologie, évidemment, est un endroit magnifique, qui est chargé. Il y a ces reconstitutions d'animaux préhistoriques. Je crois que certains ils ne sont pas tous vrais, hein, je me demandais, ils ne sont pas tous vrais. Oui, alors ce sont tous des représentations de vrais animaux qui ont existé à un moment donné de l'histoire de la Terre. Il y a des squelettes originaux et puis il y a des squelettes qui sont des moulages. Le plus impressionnant d'entre eux, c'est le Diplodocus, qui est un moulage offert par Carnegie, parce que l'original est au musée de Pittsburgh, aux États-Unis, et Carnegie, l'industriel Carnegie, en a fait 11 répliques qu'il a données dans 11 grands musées mondiaux, dont celui de Londres qui s'appelle Dipil et qui est exactement le même que celui de Paris. Et à Paris, il est présenté dans une position qui, scientifiquement, maintenant, est considérée comme correcte, avec la queue qui traîne par terre, parce que normalement, il est plus dynamique. Mais ça fait partie de l'histoire, peut-être qu'un jour, on montrera dans une autre posture. Donc voilà l'ambiance, ces reconstitutions de squelettes, etc. Et en me baladant, dans le fond, dans une vitrine, il y a un œuf. Je sais pas ce que c'est, un œuf d'icododon, je ne sais pas. Peu importe. J'en fais un œuf de ptérodactyle, bien évidemment, il est clos et la bête de terroriser Paris. C'est la deuxième planche qu'on voit là à l'image, c'est vraiment un résumé même de ce qu'est la bande dessinée, c'est une séquence d'images avec une succession de plans qui nous montrent l'éclosion, c'est un peu fantastique. C'est des images que tu as eues, tu aimes bien. Et ça vient peut-être d'une image que tu m'as demandé de montrer ce soir. Tu aimes bien faire basculer le réel dans le surnaturel, le fantastique, et ça te vient quand même d'un souvenir très précis, qui est cette case. Oui, alors ça c'est très important, c'est une case de Jacobs, d'SOS Météor. C'était publié dans Tintin dans quelle année? Dans les années 58, 59. Et moi, je passe. Tu as 12 ans. Voilà, je passe en bus. Je suis sur la plateforme du bus, rue de Vaugirard. Et je vois cette porte. Je reconnais la porte que j'avais vue la semaine précédente dans Tintin. Je vois cette porte et tout d'un coup, ça donne une vérité, une réalité à cette histoire, parce que c'est dans des lieux réels. Et dans SOS Météor, il y a la station de métro Port-Royal, ça se passe à Paris. Et ça fonctionne parce que ça se passe à Paris, parce que je reconnais les lieux.
Par exemple, la marque jaune qui se déroule à Londres, je ne connais pas Londres, j'y ai jamais mis les pieds à l'époque et tout. Et donc ça, cette image-là, une toute petite image qui n'est pas plus intéressante que beaucoup de choses, elle va m'amener à moi-même aller sur place, regarder, faire des photographies et partir de lieux réels, parce que je trouve qu'ils donnent une espèce d'authenticité à ce que je vais raconter. Et en plus de ça, bien souvent, ce sont les lieux qui vont me donner des idées pour des histoires. C'est-à-dire que je vais tenir compte de ces lieux comme la galerie de paléontologie, ce que c'est, ce que ça contient, son histoire, et à partir de là, j'ai des éléments pour divaguer complètement, partir dans des histoires plus ou moins fantastiques. Ce que tu as ressenti en voyant en vrai cette image que tu avais déjà lue dans Malky Mortimer, beaucoup de lectrices et de lecteurs le ressentent en visitant Paris. Tu racontais il n'y a pas très longtemps qu'un de tes lecteurs t'a écrit pour te dire qu'il prenait tous les jours le Pont Neuf et qu'il s'arrêtait à l'endroit où on pouvait ouvrir le souterrain. C'est des petites choses comme ça qui te plaisent quand même. Ah oui, c'est pas un monsieur qui me dit je traverse le Pont Neuf tous les jours pour me rendre à mon boulot et je ne peux pas m'empêcher de mettre mon doigt dans la base d'un candélabre parce que dans une histoire ça déclenche un mécanisme qui donne accès à un escalier dans la pile du Pont Neuf, etc. Donc tous les matins, ce monsieur met son doigt, mettait, parce que c'est une histoire qui m'a été racontée déjà pas mal de temps. Alors l'importance des lieux réels comme ça, parce que pour moi, c'est bien souvent le point de départ de l'histoire. Qu'est-ce que je vais raconter? Quels sont ces lieux? Qui a habité là? Qu'est-ce qu'ils contiennent? À partir de là, je vais inventer, bricoler une intrigue. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Alors le lancement d'Adèle Blanc-Sec en 1976 a été très important pour Casterman. Les deux premiers albums sont sortis en même temps. Et on a retrouvé un document amusant, c'est qu'on n'était pas au Jardin des Plantes à ce moment-là. Moi j'étais pas né en 76, enfin je suis né en 76, mais en tout cas, vous avez lancé les deux premiers albums à la Tour Eiffel, ce qui aujourd'hui me paraît très stupéfiant pour un lancement d'album. Mais donc ça veut dire que Casterman croyait quand même très très fort. Je peux peut-être parler Didier Plateau, tu étais avec lui hier, il y avait un enthousiasme quand même pour ton travail et ils ont vraiment voulu te placer en vedette très très tôt. Oui, c'était extrêmement gentil. Tu étais un jeune auteur, tu avais fait quelques histoires en pilote. Mais à l'époque, il n'y avait pas de support. Casterman n'avait pas d'hebdo, de magazine. Il y avait Tintin, il y avait Spirou, il n'y avait rien. Donc les deux premiers, je ne suis pas sûr que les deux premiers albums aient été pas publiés dans le Sud-Ouest. Oui. Bon. Et puis c'est tout, il n'y avait rien, il n'y avait pas de support, c'était une sortie directe en album, ce qui pénalisait quand même pas mal l'album lui-même. C'est-à-dire qu'il n'était pas en fait vu par des non-lecteurs de bande dessinée, il fallait vraiment... C'était pas très publié. Voilà. Alors qu'avant, effectivement, on pouvait tomber sur une série sans forcément le vouloir. On achetait le journal et on tombait sur une série. Donc Casterman a mis un certain temps avant de sortir à suivre. Et puis une chose importante aussi, c'est que ces journaux étaient tous mensuels. Et ça c'était un petit peu embêtant parce que la fréquence idéale de lecture c'était quand même une hebdomadaire. Même si on n'avait qu'une ou deux planches, mais toutes les semaines ça maintenait, moi je me souviens, avec des copains à l'école, dans la cour de récré, on commentait la dernière case de la semaine, des aventures de peu importe qui, c'était un point d'interrogation, et on se posait des questions, que va-t-il découvrir, que va-t-il se passer, etc. C'était l'intérêt. Donc tout ça a complètement disparu, les hebdomadaires se sont cassés la figure, on est passé au mensuel, et puis voilà, c'est fini, c'est terminé. L'idéal, évidemment, et ça je ne l'ai jamais pratiqué, et c'est le quotidien, c'est-à-dire le strict quotidien dans la presse. Mais ça se pratique très peu
dans la presse française, qui elle-même d'ailleurs est en train de se casser la figure. Mais je me souviens par exemple de Forest, publiant dans François Hypocrite. Bon, c'était un vrai plaisir, il y avait seulement 3 images tous les jours. Donc cette espèce d'habitude de lecture, comme ça, de fréquence, comment dire, de feuilleton. C'est vraiment sur ça que le feuilleton est basé, c'est malheureux à dire, mais c'est sur l'habitude aussi, l'habitude de lecture. Alors Adèle, elle est feuilletoniste comme toi, c'est un peu la première saison. On a l'impression que tu as bouclé quelque chose à la fin de Catherine, d'ailleurs tu la plonges dans ce bain qui la rend mortelle, pour la chanson tout à l'heure. Mais à partir du 5e, c'est presque comme s'il y avait une 2e saison ou une autre série et que tu faisais la parodie du feuilleton. Alors que c'est déjà une parodie dans les 4 premiers, mais peut-être moins que dans la suite. Tu expliques ça d'une façon ou d'une autre, tu y croyais moins, tu t'en moquais plus. Il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on veut arrêter, il y a des moments où on reprend un petit peu avec plus ou moins d'enthousiasme, etc. On peut être aussi pulsé parce qu'on sait qu'on va terminer. Et ce que je veux dire pour revenir au principe du feuilleton, c'est que la suite au prochain numéro, c'était la fin de l'album. La fin de l'album, vous voulez connaître la suite, bon, ben, ce sera peut-être que vous l'aurez dans le prochain album, mais le fait d'attendre quand même quelquefois un an, plus pour un album solo. Oui, c'est pas satisfaisant. C'est ça que je pense. Là maintenant on a le plaisir, je recommande vraiment à tout le monde, si vous n'avez pas fait, de le faire comme ça, de tout relire. Et quand on relit, moi j'ai fait au moment où tu préparais le 10e, quand on les relit tous, et j'y inclus donc Le Démon des Glaces et Adieu Mandavoine, on voit vraiment le fil que tu as tissé. Si on prend le 10e et qu'on n'a pas lu Le Labyrinthe Infernal récemment, on reconnaît qu'on est un petit peu perdu. Oui, mais c'est fait pour ça aussi. Tu voulais le perdre. Mais ce soir, vous n'avez pas perdu ce qu'on a ce soir. Ce qui se passe aussi, c'est que lorsque vous avez des difficultés à terminer l'histoire, bon, la suite au prochain numéro, donc on va attendre quelquefois un an, voire plus, avant la sortie du prochain album, on a le temps de l'enverger, qu'est-ce que je vais leur faire, parce que ça peut pas être une histoire structurée comme dans un roman. Ça peut pas être ça, le feuilleton, c'est pas ça. Ça part à l'aventure, ça part Ce qui te plaît, c'est la digression. Ce qui te plaît, c'est le théâtre, la digression, le rebondissement. Oui, et puis, quelquefois, avoir des difficultés à retomber sur ses pieds, c'est aussi très, très jouissif, parce que ça vous... Et en même temps, c'est une contrainte. Il faut trouver une solution. Et ça, c'est intéressant. L'adaptation du roman, c'est complètement différent. Par exemple, ce que j'ai fait avec Léo Maléo, avec Manchette, par exemple. J'ai le roman. Chapitre par chapitre, je sais ce qui se passe. Je peux prévoir ma documentation, la mise en page, etc., en fonction de l'action. Bon, tout est prévu d'avance. Quelquefois, j'ai adapté certains romans pour une séquence, pour une simple séquence. C'est un désir visuel, en fait, en général. Il faut que je raconte ce qui se passe avant et ce qui va se passer après. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sans arrêt de revenir, de rebondir et de retrouver de l'intérêt à dessiner et à emmener le lecteur, je ne sais trop. Mais ce qui te plaît, c'est d'improviser aussi, parce que tu pourrais très bien passer plusieurs semaines, plusieurs mois à imaginer un petit roman qui serait ton scénario, mais c'est pas ça que tu as envie de faire. Donc... Non, c'est pas ça du tout. Moi, ce que j'aime, c'est à la limite suivre les personnages. Derrière les personnages et je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ça me stimule, ça m'oblige à trouver des solutions à des problèmes insolubles. Est-ce que tu es d'accord, Dominique, pour dire que Adèle Blanc-Sec, c'est le versant un peu comique de l'œuvre de Tardy, mais qu'il y a toute l'œuvre de Tardy qui s'y retrouve. Il y a des allusions à la Commune, il y a des allusions à la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de rébellions. Et en
relisant tous les albums aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est un plaidoyer contre toutes les formes de mort. Et je trouve que c'est le sujet de l'œuvre de Tardy. La mort sous toutes ses formes, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'industrialisation, l'exploitation des animaux, enfin tout ça est déjà là. Guillotine. Ouais. Bah, ça commence par, à l'époque, la peine de mort est toujours en activité en France, et le point de départ d'Adèle Blanc-Sec, c'est quand même qu'elle veut empêcher une exécution capitale, c'est pas rien à l'époque. Et Casterman, qui est un éditeur conservateur, t'a suivi. Ça va. Oui, on la voit jamais à la messe. À l'époque, Casterman, qui est une maison très ancienne, qui a été fondée en 1777, c'était un éditeur religieux. Ça a beaucoup bifurqué depuis, c'est plus le cas du tout maintenant. Mais ça a été un petit scandale, la bande dessinée chez Casterman à tourner. Il y avait des ouvriers de l'imprimerie qui étaient choqués par les planches de Malara, par les planches d'autres auteurs. Ouais. Il y avait le drapeau en berne à la mort du pape sur l'imprimerie Casterman à Tournai. Ça n'est plus le cas maintenant. Nous sommes beaucoup plus agnostiques, je crois. Bon, tout ça c'est terminé maintenant, enfin, ouais, je sais pas sûr, mais. Oui, c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir dans le cadre de cette conversation? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la version cinématographique qui a été faite d'Adèle Blanc-Sec? Qu'est-ce que tu penses du film de Luc Besson? Les décors étaient bien. Et moi, j'ai absolument pas participé à l'adaptation. Bah, vous apparaissez tous les deux à la fin, Oui. sur le Titanic. Oui. Clin d'œil, monte sur le Titanic. Enfin, les décors étaient bien, il y a la galerie de paléontologie. On trouve un peu quand même l'esprit de loin. Oui, quand même. Mais de loin, c'est vrai. Non, mais j'ai pas du tout participé à l'adaptation. De toute façon, des grosses machineries comme ça, on ne peut rien faire. Vous arrivez, les costumes sont faits, les décors sont construits. Même si vous n'êtes pas d'accord, on ne va pas démolir ce qui a été construit pour faire autre chose. Je n'étais pas du tout d'accord avec le début. Bon, mais n'en parlons pas. Ce qui me plaisait pas trop, c'est qu'Adèle est censée être très casanière et que là, on la voyait un petit peu comme Très une chose. agitée. Ce qui est bizarre quand on regarde les archives de Casterman aussi, c'est que dans les années 80, je ne sais pas si je vais retrouver, ne regardez pas l'écran, vous allez le lire. Les éditions Casterman ont été contactées en 82 par Marvel, qui voulait faire un film d'animation avec le monstre d'Adèle Blanc-Sec. C'est allé assez loin cette histoire dans la correspondance. Et ça rejoint même un des projets d'Adèle au-delà du feuilleton, au-delà du fait de mettre en scène une femme, qui était que chaque épisode devait faire apparaître un monstre différent. On est allé à New York, dans les studios Marvel, lorsqu'ils avaient commencé à faire des dessins pour les décors, etc. Et ils avaient dessiné l'intérieur d'Adèle Blanc-Sec avec des fenêtres à guillotine, comme aux États-Unis, vous savez, on ouvre comme ça. Alors je dis, mais non, en France, les fenêtres, deux battants s'ouvrent, c'est pas ça, c'est des fenêtres américaines. Ce à quoi ils m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à faire. De toute façon, ils auraient préféré que l'histoire se passe à New York ou à Londres, pour donner un côté Sherlock Holmes fantastique, mais pas Paris, que de toute façon, Paris, ils n'arrivaient pas vraiment à situer ça sur une carte. Donc on a laissé tomber. Oui, c'était au Texas, peut-être. On a laissé tomber. Donc il y a eu d'autres projets d'adaptation, il y a eu de nombreux projets d'adaptation, il y en a encore, d'ailleurs c'est un peu trop tôt pour en parler, mais il y aura sans doute d'autres vies pour Adèle Blanc-Sec sur l'écran. C'est pas une chose qui te passionne, ton travail c'est la bande dessinée, t'aimerais pas réaliser toi-même un film, diriger une équipe, on voit pas trop faire ça Dominique quand même, a priori. Je pense pas. Non, mais il faut diriger une équipe, c'est Oui, Tu n'es pas chef en fait, tu n'es pas chef du tout. Et ton plaisir, c'est vraiment chaque jour d'être à ta table à dessin, de compléter ce que tu as à faire. C'est vraiment le sens de ta vie. Je pense qu'on peut le dire, le sens de sa vie est vraiment autour. Ça fait
famille, bien sûr, mais de sa table à dessin. C'est pour ça qu'il n'a jamais pu arrêter de fumer, parce que dès qu'il s'arrêtait de fumer, son crayon était paralysé. Je peux fumer une cigarette. Je pense que c'est possible. Il n'y a pas de pompier. Non, c'est l'intérêt. Il dessine pendant les vacances, il dessine le week-end, il dessine le soir, il dessine tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la plus grande privation de sa vie, ce serait de ne plus pouvoir dessiner. D'ailleurs, tu n'aimes pas voyager à cause de ça. Non, je suis bien chez moi. Si les histoires, encore une fois, si les histoires se déroulent à Paris, c'est parce que je vis à Paris. Je vivrai à Un peu à Lyon. Clermont-Ferrand, les histoires, c'est à Le Clermont. premier se passe un peu à Lyon, puisque vous êtes d'ailleurs tous les deux de la région de Lyon. Oui. Lyon, j'ai jamais regardé sur le Massy, peut-être. Sur la rue de la Gare. Pardon? Sur la rue de la Gare, ça se passe Oui, au on s'en va à la gare, exact. Parce que l'intérêt, ce sont les repérages. Alors, si j'ai mon truc à Lyon, si j'ai pas la perspective de la rue de la République sur la place Bellecour, je sais pas quoi, parce que j'en ai besoin pour une image précise, eh bien, il faut que j'aille, que je prenne le train et que j'aille sur place. Alors, c'est beaucoup plus pratique de situer des histoires à Paris, parce qu'à la limite, c'est ce que je vois de ma fenêtre. Et un problème, c'est que tu avais envie de faire depuis des années un restaurant Burma, et tu t'es rendu compte en essayant de faire des repérages que le décor n'existait plus, donc ça n'avait aucun intérêt pour toi. Oui, c'était une histoire qui se situait dans le 15e arrondissement. Donc, l'histoire était bien, pendant la guerre d'Algérie, etc. Ça me permettait aussi de prendre un petit peu le contre-pied. De ce que Malène a écrit, j'y suis. Oui, mais le 15e arrondissement, c'est plus possible, il n'y a plus rien, il n'y a plus une rue authentique, il y a des immeubles TF1 et compagnie. Ça présente aucun intérêt pour les repérages, c'est tout. Donc, tu n'aimes pas trop dessiner la modernité, pourtant tu l'as fait un peu avec Élysée les Nouveaux Partisans, qui était paru chez Delcourt il n'y a pas très longtemps, tu l'as fait un peu dans les manchettes, mais tu n'aimes pas trop ça. Et la débauche avec le Pénac, tu n'aimes pas trop dessiner l'époque actuelle. on avait fait ça, par exemple, avec Benjamin Legrand. Oui, tu es un cafard. Oui, mais Tu tu viens à New York pour ça. qui se passait à New York. Alors le problème, bon, là aussi, repérage, photographique, bon, mais vous n'êtes pas du coin, vous n'êtes pas, vous participez pas à la vie de la ville, même si vous baragouinez un petit peu d'anglais, même si vous comprenez, etc. Vous n'êtes pas de la région. Et ça va pas. Et Spiegelman t'a pas aidé à ce moment-là? Non, Spiegelman, lui, allait interviewer son père. C'était le moment où il travaillait Sur Mars. sur Mars. Donc, vous restez étranger, vous ne pénétrez pas la réalité, le quotidien des gens, etc. Évidemment, à Paris, c'est différent. Vous allez dans un bistrot, à l'époque où on pouvait encore filmer sur un club aux Indes, il y avait des conversations formidables à entendre. Donc je ne participais pas à ces conversations, mais c'était quelquefois absolument formidable. Je me souviens une fois avoir entendu le garçon qui arrive en disant et un Père Lachaise, un. Qu'est-ce que c'était que ça, un Père Lachaise? Il amène un café, la sous-tasse comme ça. Et ben, un Père Lachaise, c'est un café allongé. C'est pas ben, ça, c'est formidable. C'est à partir du moment où on est dans la langue, où on comprend l'argot et tout ce qui se passe. Donc à New York, ça ne marche pas. Tu pourrais parler le slang, mais par exemple, tu ne prends pas un taxi, tu prends un sapin. Voilà. Tu parles de Casterman, tu dis tu m'appelles un sapin, ou le truc comme ça. Il faut parler de Tardy un petit peu, comme ça. Ça c'est le vieux vocabulaire du début du siècle. Le sapin, c'est le fiacre. C'est un sapin. Alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ce dernier album, celui des débuts de Chaumont? D'abord, tu as toujours dit qu'il y aurait 10 albums d'Adèle Blanc-Sec, c'est donc le 10e et dernier, il est un peu plus long que les autres. Est-ce qu'il l'a fait dans la joie un petit peu? Est-ce que ça a été joyeux? Je me tourne vers le Ouais, c'est plutôt à lui d'en parler, puisqu'il y a vraiment deux moments, hein, puisqu'il y a les 14 premières pages,
puis la suite qui reprend 3 ans après. Donc ça c'est... Non, pas 3 ans après. Oui, non, je sais plus. Oui, non, déjà 14. 14 ans, oui. Donc c'est à toi d'expliquer ces 2 étapes parce que c'est vraiment... Parce que quand j'ai terminé, donc j'avais dit que j'en ferais 10. Quand j'ai terminé le 9e, je me suis dit, allons-y. Donc c'était celui-là qui repart avec cette couverture. On continue. Je suis sur ma lancée, je vais faire le 10e dernier. Et au bout d'un... Mais c'était pas une galère, hein. Je dis ça, ça donne vraiment l'impression d'être une corvée. Mais c'était pas une corvée. Mais au bout de quelques planches, d'une dizaine de planches, 14 je crois, j'arrête. Je passe, je viens d'en faire 45, ça suffit, je passe à autre chose. Je crois que je passe à ce moment-là à l'histoire de mon père, la captivité de mon père, et tout ça va me prendre un temps fou. Je vais aller en Pologne, faire des repérages, ça va me prendre un temps fou. Et donc 14 ans après, 14 ans plus tard, je me dis, bon, il faut quand même terminer ce dixième album. Seulement, j'ai laissé les personnages en pleine épidémie. Il y a eu l'épidémie. Et en plus de ça, il y a un certain nombre de clones explosifs qui sont destinés à détruire Abel Blanc-Sec. Donc je suis bien embêté parce que ça résonne trop avec l'actualité, ça te dérange. Donc il a fallu que je trouve des plans pour adoucir tout ça. Bon, l'épidémie, j'ai pas pu. Mais je voulais pas que ça comme 14 ans après, je reprends et termine cette histoire. Je voulais pas que ça soit pris comme un opportunisme. Je ne crois pas qu'on puisse te qualifier d'opportuniste ton parcours de diplôme. Voilà les difficultés que j'ai eues. Donc 14 ans après, épidémie, tourne explosif, il a fallu. Parce que j'avais écrit un synopsis, j'écris toujours un synopsis, même si je ne le suis pas. J'écris toujours un synopsis, que ça très très rapide pour m'y retrouver un petit peu. Mais généralement, c'est une info, hein. L'éditeur n'avait pas cette info, je précise. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Je ne savais pas que tu faisais des synopsis. C'est vraiment des brouillons. Hein. Ah, c'est pour ça. Des lignes illisibles. Donc voilà, après j'ai repris cette affaire en essayant d'éliminer ces clones qui m'embêtaient. Quand il y a l'épidémie, elle était là, elle est restée. Donc voilà les difficultés. Mais c'est pas bien grave. Mais tu y as pris du plaisir quand même de retrouver ce personnage. Et oui, bien sûr. Mais là, il y a quelques jours, Pénac me disait qu'il arrêtait sa série Malocène. Alors je dis, ah ben tiens, ça tombe bien, moi j'arrête Abel Blanc-Sec. Il me dit qu'il se trouvait tout triste, je dis, ben continue. Moi ça va. Peut-être que je regretterai dans quelques temps, hein, j'en sais rien, mais pour l'instant tout va bien. L'autre jour sur France Inter, j'étais stupéfait de t'entendre dire que oui, Abel Blanc-Sec c'était fini, mais que Brandavoine pouvait continuer. Évidemment, mais il a commencé avant. Oui, bien sûr, je suis d'accord, enfin, tout le monde est d'accord, je pense, mais... La priorité a commencé avant. Mais, bien sûr. Elle est immortelle. Oui, de toute façon. Et en plus, elle part avec sa momie. Donc, tout ce qui va se passer. Oui, ça voudrait dire, si elle est immortelle, qu'elle pourrait vivre des aventures à d'autres époques, en fait, aussi. Mais bon, je vais lancer là-dedans. Elle pourrait vivre à une autre époque au début du XXe siècle, puisqu'elle est immortelle. Non, parce que la grande époque du roman feuilleton. Oui, donc c'est vraiment le projet, c'est quand même de parler du feuilleton dans ta série. La grande époque, c'est le 19e siècle. Oui, c'est Fantomas, Judex, tout ça. Après. Alors, j'avais Fantomas, tout ça, j'avais essayé d'adapter, mais les héritiers n'étaient pas d'accord. Tout comme Sherlock Holmes, ça n'avait pas fonctionné, Arsène Lupin, les héritiers ne voulaient pas. Je sais, il y a eu, je crois, une adaptation de bande dessinée d'Arsène Lupin. Et à l'époque, si on avait dit ok, allez-y, j'y serais allé vraiment avec plaisir.
Ne soyez pas timide, hein, parce que voilà, merci de poser des questions. Oui. Alors, une petite question, parce que vous avez vraiment je vais parler. Puisque vous avez évoqué tout à l'heure Black et Mortimer directement comme une espèce de déclic de jeunesse, quel regard vous portez sur ces personnages et cet univers d'Edgar Jacobs qui aujourd'hui, après sa disparition, continue à vivre pour le bonheur des lecteurs? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choquerait si vous vous projetez, je sais pas, dans très longtemps que quelqu'un reprenne cet univers d'Adèle, par exemple? Ça se termine par un avertissement qui dit malheur, hein, quasiment malheur à celui qui reprendra les conseils. C'est dans l'album, pardon. Non, je vous en prie. Là, j'aime bien parler des reprises, mais on n'est pas obligé. Bien quoi? Parler des reprises. Non, je déteste ça. Je comprends que ça puisse intéresser des jeunes dessinateurs. Si on m'avait proposé ça il y a 25 ans, 35 ans, peut-être que je l'aurais fait. Mais non, je trouve pas ça intéressant. C'est plus intéressant de créer un personnage, de le faire vivre, de lui trouver des antécédents, une histoire, et d'être entièrement, d'avoir la paternité totale d'un personnage qu'on a inventé soi-même. Bon, reprendre Tarzan ou Spirou, je sais pas quoi, je vois pas l'intérêt. L'intérêt pour l'éditeur, il est économique. On a aussi à cœur que les auteurs puissent s'exprimer avec ce qu'ils veulent dire. Jacques, aussi une autre évolution possible quand on est soi-même auteur, c'est qu'on peut changer la physionomie d'un personnage. Adèle Blanc-Sec a beaucoup changé. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Oui, alors on ne ressemble pas du tout aux premières représentations. Parce que le personnage évolue, il est dessiné avec plus ou moins de facilité. Je sais pas, vous faites un croquis au téléphone, vous faites un croquis comme ça. Ah, et bien tiens, là, ça c'est le profil, il est plus intéressant que celui que j'ai dessiné jusqu'à présent, et vous allez vous brancher sur cette esquisse que vous venez de faire. Bon, ça évolue, heureusement, on ne reste pas figé avec un premier dessin d'un personnage tel qu'on l'a plus ou moins bien défini il y a très longtemps. Bonjour, donc j'ai vu dans Le Secret de l'étrangleur, il y a un DVD où on voyait travailler et on voyait que vous regardez beaucoup de vieux films des années 50, voilà, français évidemment, et je voulais savoir pour le repérage, pour le dessin, est-ce que ça compte autant que d'aller se déplacer sur les lieux ou pas tant ça? Oui, il vaut mieux aller soi-même sur les lieux, mais bon, certains lieux ont disparu, c'est embêtant. Les vieux films que vous évoquez là sont intéressants quelquefois, pas tellement pour les extérieurs, mais pour les décors intérieurs, c'est-à-dire j'ai des salles à manger, des chambres à coucher, du mobilier, etc. Bon, donc ça c'est de la documentation. C'est de la documentation. Par exemple, je travaille beaucoup avec le catalogue de la manufacture de Saint-Étienne, vous voyez, mais du début du siècle, où là, des chalumeaux, du matériel de jardinage, d'électroménager de l'époque, des moulins à café, tout ce que vous voulez. Bon, dans ces films des années 50, on a ça, il y a les décors qui ont été évidemment faits par des décorateurs, mais pas tellement pour les extérieurs. Parce que bien souvent, ils sont faits en studio. Donc autant aller sur place si ça existe, si ça continue d'exister. Bonjour monsieur, vous avez parlé de l'évolution d'Adèle dans vos dessins. Je voudrais savoir pourquoi vous l'avez pas fait vieillir. Oh ben non, les héros ne vieillissent pas. Oui, puis elle est plongée dans un bain à partir du 5e épisode. 13 ans, les héroïnes ne vieillissent absolument pas.
personne suivante peut se manifester. D'accord. Bonsoir et merci de votre apparition. Quelle est votre relation avec le parc des Buttes de Chaumont? Est-ce que vous y avez passé beaucoup de temps? Est-ce que vous avez une relation particulière avec lui? Pour la petite histoire, je suis né, j'ai vécu 20 ans, non pas à l'intérieur, mais juste autour. Et il est chargé de mystère, le parc des Buttes de Chaumont. Depuis sa création, l'origine, jusqu'à aujourd'hui. Donc est-ce que vous y avez consacré du temps? Je suis très, très curieux de savoir quelle est votre relation avec cet endroit si magique. Alors, la première fois que j'ai mis les pieds, je me souviens pas. Pas vous dire, je me souviens pas, mais c'est quand même un parc qui est très bizarre, hein, qui est complètement artificiel, cette espèce de falaise. Je crois que j'ai lu quelque part que c'était une reconstitution des falaises d'Étretat. Bon, alors, mauvaise information. Il y a plusieurs sur le même modèle, Montsouris, Monceau, Batignolles et le plus grand, qui est le plus grand parc de Paris, le parc des Buttes de Chaumont, sous Haussmann. L'endroit est bizarre. Il y a ce lac artificiel qui est alimenté par je ne sais quel canal. Il y a de la chute d'eau. Une source naturelle qui vient de l'extérieur de Paris. Ouais. Bon, et puis le fameux temple, là. Bon. Tout ça. Le pont des suicidés ou des suicides. Au début, c'était le pont des suicides. C'est devenu le pont des suicidés. Donc tout ça, c'est quand même des éléments intéressants. Et puis en plus, la commune, beaucoup de communards ont été condamnés, abattus, fusillés, des cadavres jetés dans le lac. Donc ça écrivait de Montfaucon. Ouais. Et beaucoup d'éléments intéressants. Donc à partir du moment où vous commencez à vous documenter, moi je sais pas, j'éprouve le besoin de caser ça dans mes histoires, d'en parler, non pas pour apprendre des choses aux gens, c'est pas mon problème, je suis pas un historien, mais j'éprouve le besoin d'en parler, ça va me donner des idées, bon, voilà, c'est pour ça que des lieux bizarres, le parc Montsouris, je l'ai pas utilisé, mais ce sont des endroits étranges, parce que artificiels complètement. Voilà, tout ce que je peux dire sur le... Retournez-y si vous avez trouvé d'autres sources d'inspiration. Peut-être. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé connaître l'influence spécifique de Gus Boffa sur la série Adèle Blanc-Sec. De Gus Boffa? Oui. Gus Boffa est un dessinateur que j'aime beaucoup. Je l'ai fait découvrir, je crois. Je l'ai fait découvrir à des jeunes dessinateurs dont on n'avait jamais entendu parler. J'aime beaucoup son dessin, le côté un petit peu mou de son trait. Et puis Gus Boffa était aussi un ancien combattant. Il a fait un bouquin qui s'appelle Chez les Toubibs, qui raconte il a été blessé pendant la Première Guerre mondiale. Et il a fait donc un album qui s'appelle Chez les Toubibs. Mais quelle une influence directe sur mon travail? Obligatoirement, graphiquement, il doit y avoir des formes, des mollesses à la Gus Boffa dans mon dessin, mais je vous avoue que je ne dessine pas avec des reproductions ou des bouquins de Gus Boffa sous les yeux. Et j'aime beaucoup ce dessinateur. Bonjour, je vais revenir 2 minutes sur une de vos œuvres qui m'a profondément marqué. C'est les Stalag 1 et Stalag 2. Et ce que j'ai trouvé, je pense qu'il faudrait, alors par-delà évidemment à Adèle Blanc-Sec qui est un incontournable, je pense que c'est une œuvre qui devrait être un peu plus diffusée, même dans les écoles, puisqu'on ne parle pas très peu de cette époque, que ce soit dans les livres et encore moins dans la bande dessinée. Et c'était une question que je me posais, c'est effectivement comment est venue cette idée de vous, petit, avec votre père à proximité, et ce chemin que vous allez faire dans le premier, et puis après
dans le deuxième, et je me disais, je me posais une autre question, est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième qui serait plutôt sur votre vie de dessinateur? Ah oui, on pourrait continuer, oui, c'est vrai. Non, mais j'ai été abruti par les récits de la guerre, de la captivité de mon père. Il en parlait très souvent. Il est resté prisonnier pendant 6 ans. Et un jour, je lui ai dit, écoute, tu peux me raconter ça en désordre, pas du tout dans l'ordre chronologique. Un jour, je lui ai dit, écoute, écris-moi ça. Et il m'a rempli 5 ou 6 cahiers d'écolier. Il y a une reproduction dans la page de gamme du tome 1, une écriture fine comme ça, où il raconte pourquoi il s'est engagé en 1937. Parce qu'il y avait des rumeurs de guerre, la guerre n'est pas arrivée comme ça, on entendait parler, pas tellement à la radio, les gens n'avaient pas tellement la radio, mais dans la presse. Et puis aussi, dans la ville où il habitait, qui était Valence, dans la Drôme, il y avait un régiment de chars de combat. Et comme c'était un mécano, un fanat de moto notamment, ça lui allait très bien. Les chars d'assaut, ça sent mauvais. Il y a des tuyaux d'échappement, ça fait du bruit et tout, et il y a de la mécanique à faire. Donc il s'engage dans ce truc-là, et puis la guerre éclate. Et après, ça va être donc sa captivité. Alors qu'il m'a raconté par le menu, parce que je lui disais, écoute, là on comprend pas, tu racontes tel truc, mais comment ça se passe et tout. Alors il a fait aussi quelquefois, pour me parler de certains objets, des croquis pour m'expliquer tout ça. Donc, ça m'a été relativement facile, mais il y avait des zones d'ombre, il y avait des moments où j'avais pas posé la question, donc j'avais pas de réponse. C'est pour ça que je me suis introduit enfin, avant ma naissance, dès le départ, pour poser ces questions, qui restent bien souvent sans réponse. J'ai été obligé de m'introduire, mais qu'est-ce que tu dis, pourquoi tu dis ça, etc. Mais je ne suis pas encore né, on est pendant la guerre. Mais par contre, il avait sur lui, quand il est revenu, quand le camp a été évacué par les Allemands, parce que les Russes arrivaient, c'était à peu près 100 ou 200 km de Danzig, au bord de la Baltique. Il avait un petit carnet que j'ai toujours, dans lequel il y a les dates, la température, la distance parcourue et ce qu'ils ont trouvé ou pas à manger. Donc j'avais tout le trajet, je l'ai refait, on l'a refait ensemble, et j'ai trouvé la plupart des lieux, sauf un endroit, parce qu'il était mal orthographié. Il était mal orthographié, je n'ai pas su lire, je ne l'ai pas trouvé. Et c'est très dommage parce que c'était un canal au sud d'une ville qui s'appelle Schwerin, où les Russes et les Américains de l'autre côté se sont arrêtés. Donc c'était un endroit intéressant et je n'ai pas trouvé. Voilà, donc voilà comment j'ai travaillé avec ces cahiers, avec le souvenir de ce qu'il racontait. Et si je me suis introduit dans l'histoire, c'est pour poser les questions que j'ai jamais posées. Voilà. Numéro 3 alors. Pardon? Oui. Un troisième sur votre vie, sur la suite. Oui, mais alors là, c'est le temps qui arrive. Oui, ça serait possible. C'est pas prévu, ça serait possible, mais c'est pas prévu. Si je peux alors rebondir sur cette question, puisque vous avez dit que vous n'aimez que travailler, être enchaîné à votre table à dessin, qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Sur quoi vous aimeriez travailler? Sur quoi vous êtes documenté? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ah, mais en ce moment, je travaille, mais je ne dirai pas sur quoi. Un nouveau mystère alors. Ouais, non, mais en ce moment, je travaille. Le matin, il faut qu'il y ait quelque chose sur une feuille de papier. J'ai laissé la veille. Bon, je suis content, je ne suis pas content, je suis pas toujours content de moi.
Mais il faut qu'il y ait une trace sur une feuille de papier, donc à partir de ce moment-là, en buvant mon café, je sais ce que j'ai à retoucher sur le dessin que j'ai laissé la veille. Alors non, ça va, on continue. C'est beaucoup plus rare, ça, mais bon, ça m'est indispensable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous êtes très haut, mais on va monter. Merci, bonsoir. Je voulais savoir comment vous arrivez à vous transposer dans les époques comme par exemple le début du siècle. Est-ce que la documentation sert plus ou les livres, les lectures? Comment vous retrouvez l'esprit de ces époques de la guerre ou du 19e? Si vous parlez de la Première Guerre mondiale, alors là, la documentation est absolument indispensable. Que dire d'autre? Oui, c'est la documentation que j'ai trouvée, des livres, des photographies, et puis aller sur place, là aussi, comme je suis allé sur place pour le trajet de mon père pour la Première Guerre mondiale, il est absolument indispensable d'aller sur place, d'aller à Verdun, d'aller au Fort de Vaux, de descendre dans les souterrains, des casemates. Il y a encore des choses intéressantes. Il y a un endroit qui s'appelle Vauquois, où il y avait des positions, c'est tout à fait symbolique. Le village a disparu. C'était les Allemands d'un côté, les Français de l'autre. Ils ne pouvaient plus avancer à l'horizontale, donc ils ont creusé des galeries, et tout ça, on peut le voir. Moi, je l'ai vu avec mon ami Vernet, qui m'a servi de documentaliste, qui m'a emmené sur ces lieux-là. Et c'est dangereux, d'ailleurs, ces endroits où tout s'était fermé. Il y a des portes métalliques, on ne peut plus y aller comme à une époque. Il y a par exemple sous la ville d'Arras, il y a des positions britanniques qui étaient installées dans les carrières qui ont servi à la construction de la ville. Et il y a des choses intéressantes, il y a des dessins, il y a des trucs qui ont été gravés par les soldats, il y a un escalier avec l'indication vers l'enfer de Hitler, avec une flèche comme ça qui est un petit peu haut et tout. Donc il est nécessaire d'aller sur place, de comprendre un petit peu, d'essayer d'imaginer, c'est impossible, mais essayer d'imaginer un petit peu l'état d'esprit d'un jeune type qui se trouve pris dans un tel merdier. Donc ça, je dois beaucoup à mon ami Vernet qui m'a fourni la documentation, y compris des objets. Par exemple, pendant longtemps, dans la pièce où je travaille, il y avait un poilu tout équipé avec son masque à gaz et tout le matériel et son fusil. Et ça, la documentation, c'est extrêmement important. Je ne vous parlerai pas d'un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui parle de la Première Guerre mondiale, qui a eu le prix Goncourt d'ailleurs, où deux soldats se trouvent sur le No Man's Land. Il y en a un qui est grièvement blessé et qui est enfoui. Et son copain se met en tête de le déterrer, de le remonter à la surface. Et pour ça, il va utiliser sa baïonnette comme une pelle. La documentation est extrêmement importante parce que la baïonnette française, elle n'est pas plus grosse que mon pouce. Alors vous imaginez c'est ce truc qui est long en plus, utilisé comme pelle. C'est impossible. Alors que sur le terrain, il y avait vraisemblablement des pelles. D'ailleurs, les poilus étaient souvent équipés de pelles pour creuser leur tranchée. Et puis il y avait des tas d'autres choses, des bouts de bois, tout ce que vous voulez, beaucoup plus pratique à utiliser pour déterrer son copain qui est enfoui que cette baïonnette. Donc la documentation, il ne faut pas plaisanter avec ça. Ça véhicule des histoires, n'est-ce pas? Et il faut se documenter avant de causer, sinon on raconte n'importe quoi. Ça n'empêche pas d'avoir pris le concours. Oui. Peut-être même de rentrer à l'académie un jour, enfin.
Non mais la documentation c'est très important. Et ça je dois beaucoup à mon ami Vernet qui m'a fourni au niveau objet, je sais pas, on avait installé une mitrailleuse sur ma table à dessin pour que je puisse tourner autour, voir, il m'expliquer comment ça fonctionnait, etc. Parce que on peut pas inventer ces trucs-là. Il faut aller sur place et se documenter énormément. D'ailleurs, Vernet avait tellement de matériel que la plupart de ses collections se trouvent actuellement au musée de Meaux. Il a rempli à 80% le musée de Meaux avec tous ses uniformes, tous les trucs qu'il collectionnait. Alors j'ai seulement regretté qu'il fasse ça à Meaux. Bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu un jour Mick Dolenz qui faisait la Germanophonie dire qu'en bande dessinée, tout le monde s'inspire du style d'un auteur pour trouver son propre style. Est-ce que vous, il y a un auteur qui vous a inspiré ou qui vous a donné envie de faire ce métier? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on a évoqué Jacobs avec ses repérages. Est-ce que je me suis inspiré de son travail en niveau graphique, vous parlez? Il y a de multiples influences. Il y a des dessinateurs américains comme Milton Caniff, par exemple. Évidemment, il y a Hugo Pratt. Il y a tous les dessinateurs qui ont travaillé le noir-blanc, qui étaient plutôt dans cette veine-là d'impression couleur. Pourquoi l'impression couleur? Parce que pendant très longtemps, c'était de très mauvaise qualité dans les journaux. Mais voilà, les influences, c'est ça, elles sont multiples. Il y a des dessinateurs comme Alex Stutz, Milton Caniff. Enfin, est-ce qu'il y a des traces de Milton Caniff dans mon travail? À la limite, c'est pas à moi de le dire, mais peut-être. Pratt. Justement, Milton Caniff, Pratt a dit qu'il avait été influencé par Milton Caniff. Oui, donc alors Milton Caniff, Pratt, il y a une filiation, enfin tous ceux qui ont un plan, mais je vous prie de me croire, je ne travaille jamais avec un album de l'un de ces dessinateurs sous les yeux pour voir comment il a dessiné tel ou tel élément, telle ou telle attitude de personnage. Mais ça, les influences, c'est inévitable, et puis c'est diffus. Le noir-blanc, l'influence, ça serait le noir-blanc, comment, en se privant de la couleur, on peut évoquer des éclairages, des ambiances. C'est pas évident. Pardon? Et pas Vélisant. Et pas? C'est pas Vélisant. Ah oui, alors les pavés luisants, c'est nécessaire pour la continuité des verticales. Continuer les verticales au sol, ça donne une assise aux immeubles. Alors il y a une dernière question, je crois. Oui, je suis là, juste là. Bonsoir. Tout à l'heure, on a parlé de votre œuvre à caractère historique, comme vos bandes dessinées sur le Stalag. Vous nous dites donc que vous n'êtes pas historien, même si je trouve que vous en rapprochez quand même au niveau des méthodes que vous utilisez. Vous intervenez parfois côte à côte avec des historiens. Il me semble qu'il y a quelques années, vous êtes intervenu au camp de Royal Lieu avec Fabien Teofilakis, si je ne me trompe pas, en 2019. Et je voulais savoir quel est justement, quand vous faites une BD historique, quel est votre rapport avec la communauté historienne à ce moment-là? Est-ce que vous les contactez? Est-ce que vous avez des relations avec? Non, je les contacte pas. Je les lis, je m'intéresse au travail de certains historiens, mais je ne pourrais pas vous en citer un avec précision, parce que bon, sur la Première Guerre mondiale, j'ai lu énormément de livres, d'analyses, de livres d'historiens. Bon, je me méfie des romans
romancier, Barbus a dit beaucoup de conneries. Je préfère les journaux d'époque, les comptes rendus, tout ça, en sachant que bien souvent, enfin, la plupart du temps, c'est des journaux de propagande, qu'il faut absolument se méfier de la prose qu'on va rencontrer dans ces canards. Mais c'est intéressant aussi de voir comment tout ça est manipulé, dans quel but et tout. Donc il faut confronter, il faut lire plusieurs auteurs, plusieurs journaux et tout, et accumuler une documentation qui très rapidement devient envahissante et difficile quelquefois quand vous faites des recherches, vous savez plus où ça se trouve, etc. Et bien sûr qu'il faut se documenter. Dernière question, vraiment la dernière. L'actualité nous a rattrapé. Est-ce que vous avez lu les 2 ouvrages posthumes de Céline, Guerre et Londres? Est-ce que ça vous inspirerait ou est-ce que ça vous inspire? Non, j'ai lu Guerre évidemment, mais je pense que c'est un brouillon. C'est pas du tout un ouvrage définitif, c'est un brouillon. D'abord, il est beaucoup moins important que ce qu'il a produit avant. Les personnages changent de nom. Pour moi, c'est un brouillon, c'est un document, mais c'était pas à publier comme un roman. Quant à Londres, j'essaie de le lire et je trouve ça extrêmement ennuyeux. Je suis très déçu, et je vais terminer, mais je ne l'ai pas terminé. Voilà ce que je pense. Je pense que ce sont des brouillons. Moi, ce que j'attends dans ces publications, ce que j'attends, c'est Casse-Pipe. Si on n'en connaît que 3 chapitres, donc je les ai illustrés, il en manque d'autres, j'espère qu'ils vont remonter à la surface, et ce ne sont pas précisément des débuts, des esquisses, mais des choses définitives. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ce mercredi soir, au Jardin des Plantes, là où tout a commencé, et là où tout se termine pour Adèle Blanc-Sec. On va se reposer un tout petit peu, Jacques, et puis tu as un petit moment avec quelques lecteurs privilégiés qui ont été tirés au sort, je crois, juste avant la rencontre. Merci beaucoup.